Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 13, La fête de Brida. Le soleil n'était pas encore levé quand tous les protecteurs furent réveillés pour se rendre au portail et former un comité d'accueil pour les visiteurs de la fête de Brida. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient en provenance des 7 communautés, les protecteurs les déchargeaient de leurs paquets et les conduisaient sur la plage pour installer leur stand. Ensuite, ils les accompagnaient au campement pour les aider à établir leur quartier personnel ou communautaire. La journée avait été longue pour tous, mais pleine de la joie des retrouvailles pour les apprentis protecteurs et leurs parents. La fête de Brida devait commencer au coucher du soleil, comme le voulait la tradition, en cette nuit de nouvelle lune. Après plusieurs heures de va-et-vient, la plage s'était transformée en un modèle réduit du monde des Scilly. Un village avait surgi du sable, avec un espace pour chacune des 7 communautés et chacun des 4 ordres. 1 heure avant le coucher du soleil, les protecteurs amenèrent tous les visiteurs à la grande arène, en prenant soin d'installer des torches tout le long du sentier. Elles seraient allumées lors de leur retour au village. Tous se précipitèrent alors pour trouver les meilleures places dans les gradins et profiter au mieux de la cérémonie d'ouverture de Brida. Brida avait lieu tous les ans, dans une communauté différente et proche d'un portail. Mais ce n'était que tous les 13 ans que la fête devenait le lieu de présentation des nouveaux protecteurs et des nouveaux élus. L'affluence était donc plus importante qu'à l'accoutumée. Plusieurs milliers de Scilly avaient fait le voyage et la grande arène renvoyait un écho assourdissant. Le soleil était couché quand Oda marcha difficilement jusqu'au centre de l'arène. Et personne ne vit les apprentis protecteurs se mettre en cercle autour d'elle. Le brouhaha des visiteurs cessa dès que les apprentis commencèrent à murmurer le son grave « Om ». Le murmure, d'abord doux et suave, gagna en intensité pour recouvrer la totalité de l'arène. Une par une, puis rapidement par centaines, des petites lucioles jaunes passèrent parmi les spectateurs et entourèrent la grande guide. Les enfants qui assistaient à leur première fête de Brida poussèrent des cris d'étonnement et d'excitation. La grande guide était désormais au centre d'un halo de lumière jaune. La lumière crépitait, car c'était une lumière vivante animée des milliers de petites ailes des minuscules lucioles. Les protecteurs redevinrent soudain silencieux, et tous purent entendre à leur audace siffloter une mélodie cristalline. Le contraste était saisissant avec les voix graves des protecteurs. Les insectes lumineux se détachèrent d'Oda pour faire apparaître 7 silhouettes inconnues. Il s'agissait de 7 Scilly de la Terre qui avaient rejoint le centre de l'arène. Les Scilly de la Terre, éclairés par les lucioles, se mirent alors à danser et remuer le sable pour y dessiner le mandala de la fête de Brida, tout en chantant la mélodie du printemps. Les lucioles suivaient et soulignaient chacun des mouvements des danseurs, et pour tous les spectateurs ébahis, c'était la lumière elle-même qui était descendue dans l'arène pour danser devant eux. Après quelques minutes, elles s'arrêtèrent. Oda siffla alors encore, et en un instant, les lucioles tombèrent toutes à terre. Une belle et grande fleur dorée à 7 pétales, symbole du printemps et des 7 communautés du monde des Scilly, apparut alors dans le sable de la grande arène, éclairée par les milliers de petits êtres lumineux. La fleur était au centre de 3 cercles entremêlés, représentant l'ordre des guides, des élus et des protecteurs. L'ordre des Scilly de la Terre était lui représenté par le cercle au centre de la fleur, celui formé par le croisement des 3 autres. Le tout formait le mandala de Brida, un symbole d'amitié et d'échange entre les communautés et les ordres, et le symbole de la renaissance et du printemps. Les visiteurs célébrèrent la performance par le cri traditionnel aigu des Scilly. Ces cris firent fuir les lucioles et la pénombre retomba sur l'arène. Liam et les autres apprentis protecteurs furent invités à rejoindre les gradins pour assister au premier spectacle. Cela leur prit un peu de temps de trouver des places dans la pénombre. Mais dès qu'ils furent assis, les torches au centre de l'arène s'allumèrent seules. Les spectateurs les plus avertis commencèrent alors à crier. Les élus allaient commencer leur spectacle et ils le savaient. Les Scilly de la tristesse entrèrent en scène et puisèrent dans la tristesse des visiteurs pour constituer un bouclier de protection autour de la grande arène. « C'est comme notre son de protection » cria Liam, qui se sentit soudain soulagé du poids de toute sa tristesse accumulée. « Regarde, lui dit Max. » Liam leva les yeux et vit 8 autres élus former une énorme tornade remplie d'éclairs dans le ciel nocturne.
C'étaient bien entendu les Scilly de la colère. Le spectacle se déroula parfaitement et provoqua de nombreux cris de surprise, de peur et de joie. Plusieurs enfants dans les gradins avaient teint leurs cheveux selon la couleur de leur modèle. Les élus du courage et de l'amour étaient les plus populaires, mais les autres couleurs étaient aussi très présentes dans les cheveux des enfants. La foule de visiteurs n'arrêtait plus d'applaudir les élus, qui se rangeaient maintenant au centre de l'arène, accueillis par Dana pour procéder à leur présentation. La grande prêtresse présenta les nouveaux élus un à un, et le nom de chacun fut repris en écho par les spectateurs. Puis Dana demanda aux élus de former un cercle serré, comme il l'avait répété, au centre du grand mandala de Brida. Le cercle reflétait alors toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sacré. Les Scilly de la colère étaient au centre et se tenaient toute la main pour continuer de faire circuler et renforcer l'énergie et la vibration rouge de la colère. « Chers frères et sœurs Scilly, chers parents, commença Dana, la lumière a fait de vos enfants des élus dotés chacun d'une de ces vibrations pour qu'ils puissent la semer, la répandre et la faire grandir dans nos cœurs et dans celui des humains. Des Scilly d'entre les Scilly, envoyés de la lumière, la mère de tous les mondes. Celle qui nous a créés, multiples, différents, humains et Scilly, mais toujours libres de nos choix. La mère qui nous appelle et nous guide chaque jour vers la sagesse et l'illumination depuis des milliers de générations. » Dana marqua un silence pour accueillir les cris des spectateurs, puis reprit. « Nous avons tous pu constater que l'ombre qui se répand chez les humains frappe aussi à nos portes. Les voiles sont plus fins qu'ils ne l'ont jamais été, et la pollution des humains nous envahit. Mais mes chers frères et sœurs Scilly, n'ayez pas peur et au contraire, réjouissez-vous. La grande mère lumineuse nous a envoyé un de ses enfants les plus précieux, l'élu d'entre les élus, doté des plus grands des pouvoirs. » À ces dernières paroles, tous s'écartèrent pour laisser respirer le cercle, et Sophia se retrouva seule au centre. Une fois lâchée par ses camarades, son manteau de cérémonie quitta le rouge de la colère pour se recouvrer immédiatement de ses vraies couleurs, celles de l'arc-en-ciel sacré. La surprise envahit alors tous les gradins. « Voici Sophia, élue de la communauté du Grand Chêne et Scilly de la sagesse, » dit Dana qui s'approchait de la jeune fille. « Voici Sophia, élue de la communauté du Grand Chêne et Scilly de la sagesse, » dit Dana qui s'approchait de la jeune fille pour abaisser la capuche du manteau de cérémonie et découvrir son visage. Mais Sophia, elle, tremblait de tous ses membres et respirait avec difficulté, la tête baissée et cachée sous sa capuche. Elle transpirait, voulait s'enfuir, se cacher, courir loin de cette arène et de toute cette cérémonie. Les yeux fermés et plissés, tous les muscles de son corps étaient contractés par la peur et l'angoisse à l'approche de Dana. L'attente lui sembla interminable, si interminable que Sophia se risqua à ouvrir un œil. Elle le referma aussitôt quand elle aperçut les pieds de la grande prêtresse à quelques centimètres des siens. Mais rien ne se passa. Sophia ouvrit cette fois-ci les deux yeux. Les pieds de Dana étaient toujours à quelques centimètres d'elle, immobiles. La jeune élue releva alors la tête pour regarder Dana. La grande prêtresse était immobile, figée, le sourire aux lèvres et les yeux grands ouverts posés sur elle. Sophia recula effrayée et se rendit compte que la grande prêtresse n'était pas la seule à être plongée dans un état de catharsis. L'arène entière était figée. Les apprentis élus, les spectateurs, tous avaient été immobilisés, les yeux rivés sur elle, Sophia. Et le silence était total. Alors Sophia cria, et son cri mit subitement fin à la suspension du temps. La main de Dana se réanima et manqua le capuchon de Sophia qui avait pris de la distance. Dana fut étonnée de voir que Sophia n'était plus là où elle était censée être, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. La grande prêtresse s'avança, abaissa son capuchon et s'agenouilla devant Sophia en signe de respect. Tous les autres élus firent alors de même. Les spectateurs, qui n'avaient eux non plus aucun souvenir de ce qui leur était arrivé, n'en crurent pas leurs yeux. Presque aucun ne connaissait l'existence des Scilly de la sagesse. Dana se releva et reprit. Les Scilly de la sagesse ne sont que très rarement envoyés par la lumière. La présence ici et maintenant de Sophia signifie que notre génération est unique et que ce que nous allons accomplir ensemble et grâce à elle dans notre monde et celui des humains sera incroyable. Réjouissez-vous, chers frères et sœurs Scilly. Une clameur intense de joie se leva dans les gradins. Dana fit un petit signe aux Scilly de la joie et la clameur devint immédiatement une grande liesse. Sophia était confuse, mais la peur l'avait quittée. Dana lui adressa un large sourire et un clin d'œil. « Bien joué, Dana », pensa Sirto,
qui n'avait pas perdu lui non plus une seule miette du spectacle et de cette révélation très finement mise en scène par la grande prêtresse. « Mais tu n'es pas la seule à avoir préparé une surprise, ajouta-t-il en lui-même. Cette joie ne sera que de courte durée, et bientôt les élus feront vraiment ce pourquoi la lumière les a désignés. Ce n'est pas l'espérance qui guide les peuples, mais la peur. D'ici peu, tu le comprendras. » Sophia tremblait encore un peu quand elle sortit du centre de l'arène pour rejoindre les gradins. C'était au tour des protecteurs d'être présentés et de faire le spectacle. Il lui sembla qu'elle avait arrêté de respirer tout le temps du final, et elle était heureuse de pouvoir à la fois recouvrer son souffle et enlever son manteau pour se faufiler anonyme parmi la foule des visiteurs et y retrouver sa grand-mère et son grand-père. Accompagnée de Raja, elle escalada les gradins. À peine eurent-elles franchi les premières marches que de jeunes enfants avec leurs parents vinrent les saluer, ou plus exactement vinrent saluer Raja, dont les 2 longues et belles mèches rouges trahissaient son statut de Cili de la colère. Les parents prièrent Raja de débarrasser leurs enfants de leur colère pour qu'ils cessassent de se disputer constamment. Dana les avait prévenus que de telles demandes et prières leur seraient faites, et qu'elles devraient y répondre avec toutefois des limites. Les élus, et surtout les élus de la colère, de la tristesse et de la peur, ne devaient pas absorber toutes les émotions de tous les visiteurs au risque de ne plus maîtriser leur pouvoir. Ils devaient donc soulager seulement un peu chaque demandeur, mais sans plus. Pour les demandes importantes et graves, des sessions spéciales seraient organisées par les tuteurs et tutrices. La demande des parents était facile. Raja forma donc 2 petits clis puisés dans la colère des 2 enfants et les intégra sans problème. Ses cheveux se soulevèrent un peu lorsqu'elle ingéra les clis, ce qui impressionna les enfants. D'autres Cili s'approchèrent d'elle pour de nouvelles demandes, mais le tambour résonna dans la grande arène et les spectateurs durent reprendre leur place. Tous les visiteurs cherchaient les tambourins du regard, mais ces derniers étaient positionnés à l'extérieur et tout autour de la grande arène. Sous les battements des tambours, les apprentis protecteurs entrèrent en scène seuls et se mirent en cercle et en garde face aux gradins. Les tambours cessèrent et des cris de peur s'échappèrent des spectateurs. Des Cili tout habillés de noir avaient surgi dans les gradins et se dirigeaient maintenant vers le centre de l'arène. Le combat des protecteurs contre les guerriers de l'ombre commença. Il consistait en une magnifique chorégraphie permettant de mettre en lumière toutes les attitudes individuelles et collectives des protecteurs. Les spectateurs furent conquis. Mais ce ne fut pas fini. Les guerriers de l'ombre, qui n'étaient autres que les protecteurs officiels déguisés, furent vaincus et tous quittèrent l'arène en laissant seuls Liam et Louise. Les 2 apprentis capitaines se défiaient du regard. C'est alors que Max entra à nouveau dans l'arène. Sophia et Raja, qui n'avaient pas eu le temps de trouver leur famille, étaient bien placées, côte à côte, sur les premiers gradins. Elles se sourirent quand elles virent leurs 2 amis. « Ce soir, vous allez assister au combat des 2 meilleurs apprentis de notre génération » cria Max, après s'être raclé la gorge plusieurs fois. Louise, nouvelle capitaine de la mer des rêves, la communauté hôte de la fête de Brida, avec le bouclier d'eau, l'épée d'étoile et le couteau du poisson. Une clameur intense parcourut la foule et plus particulièrement sur le gradin où s'étaient regroupés les habitants de la communauté de la mer des rêves. Et Liam, nouveau capitaine de la communauté du Grand Chêne et guerrier de lumière avec son bouclier de soleil et son épée de lumière. Cette fois-ci, la foule marqua un silence, puis se leva d'un bond pour hurler de joie. « Je m'appelle Max, désigné par la lumière protecteur de la communauté du Grand Chêne et désigné par mes frères et sœurs, nouveaux protecteurs sachants. » Les spectateurs crièrent à nouveau. Comme le veut la tradition, le combat sera réel, mais le sang ne sera pas versé et les règles de combat entre protecteurs seront respectées. « C'est quoi un guerrier de lumière et un protecteur sachant ?» demanda Raja à Sophia. « Je ne sais pas, mais on va le savoir très vite, je pense. » Max se retira et le combat commença. Liam commença par l'attaque du pendu, évité de justesse par Louise qui se pencha en arrière, mais Liam, toujours en position de pendu, libéra sa main droite pour lui assigner un coup aux jambes qui la fit s'effondrer. La jeune capitaine se remit immédiatement en position accroupie et donna un coup de pied bas dans la poitrine de Liam qui roula au sol. Les 2 protecteurs rivalisaient d'attaque et de parade sous les encouragements et émerveillements des spectateurs. Aucun ne prenait longtemps l'avantage sur l'autre. Sophia ne pouvait pas quitter Louise du regard. La jeune fille était grande, belle et très agile, et tellement gracieuse qu'on ne savait pas si elle dansait ou combattait. Sophia s'arrêta sur le visage de Louise et en détailla les expressions. La jeune Cili était visiblement heureuse de combattre et s'amuser. Elle était sûre d'elle et regardait son adversaire avec malice et tendresse. Cette expression qu'elle pouvait assurément voir sur le visage de Louise surprit Sophia.
Elle détourna les yeux et les posa alors sur Liam. Sophia rougit aussitôt. Son corps s'était musclé et il avait bruni avec le soleil de la mer des rêves. Sophia le trouvait même grandi, il ressemblait de plus en plus à son frère Elias. Une fine barbe commençait même à entourer sa jolie bouche, et son cœur s'accéléra. D'ici quelques minutes ou quelques heures, elle allait lui parler. Cela ne faisait que quelques mois qu'ils ne s'étaient pas vus, mais cela lui avait semblé une éternité. Qu'allait-elle lui dire ? Sophia avait apporté le couteau de lune pour le lui rendre au cas où il voudrait le récupérer. Est-ce qu'il serait toujours aussi proche qu'avant ? Est-ce qu'elle lui avait manqué ? Est-ce qu'il lui avait pardonné ? Sophia posait les yeux sur ceux de Liam interrogateur, mais elle les détourna aussitôt. Ce qu'elle vit la rendit triste. Liam regardait Louise avec la même tendresse que celle qu'elle avait vue dans ses yeux quand il la regardait elle. Se pourrait-il qu'il l'ait oubliée ? Se pourrait-il que Liam et Louise ? Sophia tenta de chasser ses pensées. Liam ne lui aurait pas offert son couteau de lune si ses sentiments n'avaient pas été sincères. Mais peut-être qu'il ne la voyait que comme une amie, qu'il devait protéger comme un simple protecteur le ferait, voilà tout. Peut-être pensait-elle encore qu'elle s'était faite des idées sur les sentiments qu'il avait pour elle. Oui, c'était évident, elle s'était fait des idées. Sophia en était persuadée à cet instant et sentait la colère monter. Une colère entière dirigée contre elle-même, pour s'être imaginé tant de choses merveilleuses qui n'existaient pas. Des choses merveilleuses auxquelles elle n'avait évidemment pas droit. Après tout, se dit-elle, Silly de la sagesse ou pas, je reste Sophia, fille d'une Silly bannie, rejetée par ma communauté et crainte par les guides. Quoi que Dana ait pu dire, elle s'était trompée. Elle n'était pas une bénédiction, elle était une malédiction. Preuve en était, elle avait failli figer des milliers de Silly pour l'éternité. En quelques secondes, Sophia s'était laissée envahir par les doutes, la peur d'être rejetée à nouveau et la colère contre elle-même. Ces quelques mois à l'Arche Bleue et l'amitié des élus n'avaient pas été suffisants pour réparer toutes ces années de tristesse, de peur et ce sentiment de rejet. Ses cheveux se soulevèrent et Sophia se mit à léviter. Raja s'en aperçut et posa immédiatement la main sur le bras de son ami. « Qu'y a-t-il, ça ne va pas ?» Sophia regarda son ami avec des larmes plein les yeux et une intense confusion pouvait s'y lire. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi tous ces sentiments horribles remontaient-ils à la surface maintenant ? Peut-être avait-elle eu trop d'émotions. Des rires intenses parcoururent alors la foule de spectateurs. Sophia et Raja se retournèrent vers le centre de l'arène pour y voir Liam et Louise s'embrasser. Dans les secondes qui suivirent, un éclair déchira le ciel et s'abattit aux pieds des deux protecteurs. Un orage gronda et le sable de l'arène fut soulevé par une tornade qui en cracha les grains aux spectateurs dans les gradins. Tous protégèrent leur visage. Raja tirait Sophia par la manche, l'empêchant de poursuivre son ascension vers le ciel et avec elle le déploiement de la tempête. Voyant qu'elle ne la retiendrait pas, elle décida de former un cli avec la colère de son amie et l'ingéra immédiatement. Sophia se laissa faire et, vidée d'une grande partie de sa colère, se rassit et pleura, confuse. Raja, elle, se mit à léviter. La tornade de sable avait disparu. Les spectateurs regardaient désormais les deux amis, et plus particulièrement Raja, dont le corps était parsemé de petits éclairs. Dana accourut et soulagea immédiatement l'apprenti. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle inquiète. Sophia ouvrit la bouche, mais son amie la fit taire aussitôt. « C'est ma faute, je crois que j'ai accumulé trop de colère en acceptant d'aider plusieurs enfants, et je n'ai pas pu la maîtriser. Je suis désolée. » Dana regarda d'abord l'une, puis l'autre, peu convaincue, mais elle décida que ce n'était pas le moment et l'endroit d'interroger davantage les filles. « Bien, Sophia emmène Raja voir Maya afin d'éviter qu'elle n'électrocute quelqu'un, et revenez ensuite vous joindre à la procession. »« Merci Raja, » dit Sophia à son amie, alors qu'elle marchait vers l'infirmerie. « Mais pourquoi t'es-tu dénoncée à ma place ?»« Parce que tu es mon amie et que je risque bien moins que toi. N'oublie pas que tu dois voir les guides pour qu'ils acceptent de lever le sort qui bloque ton temple. Je ne pense pas qu'ils acceptent de le faire s'ils découvrent que c'est toi qui as provoqué cet incident. »« C'est vrai. Mais peut-être aurait-il raison, Raja. C'est bien vrai que je ne maîtrise pas ma colère. »« Mais si, tu la maîtrises. Tu n'aurais jamais blessé personne, je te connais, Sophia. C'était un accident, un simple accident. Nous sommes encore des apprentis en formation, ne l'oublie pas. Tu es trop exigeante avec toi-même. » Sophia ne répondit rien. « Quand dois-tu voir les guides ?» Maestro m'a dit qu'il me verrait le second soir de la fête. Le premier soir de Brida, les guides doivent accueillir leurs nouveaux apprentis, et le dernier soir, ils doivent donner leur oracle et superviser les visions. Bon, encore une journée à tenir. Il va juste falloir ne pas croiser cette Louise. Raja avait très bien compris d'où était venue la colère de Sophia. Peut-être, oui. Et Liam aussi, dit Sophia, qui avait repris un peu de poil de la bête.
Les deux amis rirent un peu. « Attendez-nous, Sophia et Raja !» Des cris au loin stoppèrent les deux jeunes filles. C'étaient Liam et Max qui leur couraient après. « Pour ce qui est d'éviter Liam, je crois que c'est raté, souffla rapidement Raja à Sophia. Les deux garçons arrivèrent vite à leur hauteur, et Max s'empressa de vouloir serrer les deux jeunes filles dans ses bras. Les embrassades avec Sophia se déroulèrent normalement, mais dès que Max voulut enlacer Raja, elle recula et le prévint du danger. « Ah, d'accord, dit Max un peu déçu. « Alors, demanda-t-il. « Alors quoi ?» répondit Raja. « Bah quoi de neuf ? Tu ne le vois pas, des petits éclairs jaillissent de mon corps, répondit la jeune fille en plaisantant. « Ah oui, ça je vois. Et ça fait longtemps ?» s'amusa Max qui rentra dans son jeu. Liam et Sophia restèrent silencieux et laissèrent leurs deux amis s'amuser. Sophia pensa que même si cela faisait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient pas vus, à les entendre maintenant plaisanter ainsi, on aurait pu penser qu'ils s'étaient quittés la veille. « Et toi, Sophia, tu vas bien ?» demanda Max. « Oui, je vais bien. Dis-moi, tu es protecteur sachant, cela consiste en quoi ?» Max expliqua en quoi consistait son rôle, mais il détailla, surtout très fier, comment il avait été finalement élu par tous les autres apprentis protecteurs. « Je suis très heureuse pour toi, Max, répondit Sophia. C'est un rôle qui te correspond parfaitement. Les protecteurs ont fait le bon choix. Merci, répondit Max. Cela me touche de recevoir ce compliment de la part de la Silly de la sagesse. Liam n'avait encore rien dit. Et ce n'était pas faute d'avoir essayé. Ses trois amis le regardaient constamment ouvrir la bouche et la refermer depuis le début de leur retrouvaille. Raja, n'y tenant plus, décida de le taquiner. « Et toi, Liam, tu as fait vœu de silence ?»« Hein ? Quoi ? Non, je suis juste très heureux de vous revoir, un peu ému. »« Tu es ému de me revoir, c'est gentil, ça, plaisanta l'apprenti de la colère. Liam rougit et un petit rire nerveux lui monta dans la gorge. « Sérieusement, tu es un guerrier de lumière ? Tu nous expliques ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas trop en dire. D'une part parce que je ne sais pas grand-chose et d'autre part parce que j'ai prêté serment. » Max, qui sautillait d'impatience, compléta immédiatement la réponse de Liam. « C'est vrai, on ne sait pas grand-chose encore, mais ce qui est certain, c'est que le guerrier de lumière est le plus puissant de tous les protecteurs. » Raja grésillait de plus en plus et ses cheveux commencèrent à se dresser sur sa tête. « Il faut vraiment que j'aille retrouver Maya à l'infirmerie. Tu sais où c'est ?» demanda-t-elle à Max. « Bien sûr que je sais où est l'infirmerie. C'est l'antre de JC, le protecteur sachant officiel. Je t'y conduis. » Et avant même que Sophia et Liam puissent dire un mot, leurs deux amis les avaient quittés. Sophia regarda Liam, mais celui-ci avait la tête baissée. « Il n'ose même pas me regarder, pensa Sophia. Il doit savoir que je l'ai vu embrasser Louise. Je ne dois pas lui en vouloir, il a le droit d'aimer qui il veut. » Sophia prit alors une grande respiration et sortit de sa poche le couteau de lune. « J'ai pris ton couteau avec moi. Je voulais te le rendre et te remercier de me l'avoir prêté. Je vais bien, je peux te le rendre maintenant. » Sophia tendit le couteau à Liam, qui le regarda, toujours la tête baissée. « Il est à toi, prends-le et merci encore. » Liam prit le couteau sans un regard pour Sophia. Après quelques secondes de silence, Sophia, désarmée, tourna les talons et annonça « Je vais rejoindre Raja et Max, on se verra plus tard. » Mais la main de Liam la retint. « Attends, dit-il, ne pars pas, s'il te plaît. » Sophia se retourna pour voir son ami la fixer désormais droit dans les yeux. « Je ne veux pas reprendre le couteau de lune, je te l'ai donné, c'est le tien, et je veux que tu le gardes toujours avec toi. »« Mais, protesta Sophia, il n'y a pas de mais, je ne te laisse pas le choix. Enfin, garde-le, s'il te plaît. » Sophia reprit le couteau et le rangea dans sa poche. « Et tu sais, enfin, je ne sais pas ce que tu as vu, mais je ne suis pas amoureux de Louise. J'ai vu ce que tout le monde a vu, Lia, mais tu es libre d'aimer qui tu veux. » C'était toi l'éclair, hein ? Quoi ? Sophia ne s'attendait sûrement pas à ces mots, ni à avoir été démasquée. « Je te connais, Sophia, et je me souviens très bien de quoi tu es capable quand tu es en colère. »« Je n'étais pas en colère, j'ai été surprise. » »« Eh bien, dans ce cas, on a été deux, car je ne m'attendais pas à être embrassée par Louise devant des milliers de Silly ce soir, et encore moins devant toi. Tu veux dire que... » « Je veux dire ce que j'ai dit, je ne suis pas amoureux de Louise. Je l'aime beaucoup, c'est une amie, c'est vrai. Mais ce n'est pas d'elle dont je suis amoureux. Et je sais qu'il en est de même pour elle. Elle est juste passionnée, tu sais, et elle s'est laissée emporter. Elle s'est d'ailleurs excusée après le combat. » Sophia sentit son cœur battre la chamade. Elle n'avait plus rien écouté après « ce n'est pas d'elle dont je suis amoureux ». Une phrase pleine de sous-entendus et d'espoir. Puis il ajouta « J'espère que tu me crois, hein, Sophia ?» Liam s'était approché et lui avait pris les mains alors qu'il prononçait ces derniers mots. La jeune élue le regarda avec des larmes dans les yeux et lui dit enfin « Je te crois. » En un éclair, la tristesse et la confusion de Sophia disparurent et laissèrent place à l'amour et à la joie. Sophia et Liam retrouvèrent leurs amis à l'infirmerie. JC était présent.
Quand Maya eut fini de soigner Raja, elle regarda Sophia et Liam intensément avec tendresse et amusement. Liam ne comprenait pas pourquoi il avait soudain droit à cette attention particulière. Mais Sophia, elle savait. Elle savait qu'en soignant Raja, Maya avait découvert la source de la colère ingérée et elle rougit, un peu gênée. « Aucun signe, vous êtes sûre, Valéria ?»« Non, je suis désolée, Nadine. Nous avons cherché partout, mais Sabine reste introuvable. » Deux femmes parlaient devant l'infirmerie. Raja et Sophia comprirent vite que Valéria discutait avec la mère de Sabine. « Mais nous allons la retrouver, j'en suis certaine, ayez confiance. » La mère de Sabine pleurait. Sophia et Raja se regardèrent, coupables et tristes. Valéria entra dans l'infirmerie à son tour. Elle était en chemin pour prendre des nouvelles de sa jeune sœur quand la mère de Sabine l'avait interpellée. « Comment va-t-elle ? Elle est guérie, regarde, lui répondit Maya. Valéria posa ses mains sur toutes les parties du corps de sa sœur. « Hé, mais ça va, arrête !» cria Raja. « Bien, bien. Dana m'a dit que tu avais abusé de tes pouvoirs et des clis avec les jeunes enfants. Fais bien attention !» Valéria avait regardé Maya pour avoir confirmation que l'incident avait bien été créé par un trop-plein de colère des enfants que Raja avait traités à la demande de leurs parents. Et au grand bonheur de Sophia, Maya avait jugé bon de confirmer leur version. « Raja, nos parents nous attendent au village. Ils sont avec Claudia qui t'attend aussi, Sophia. »« Claudia, la cuisinière ?» demanda JC qui leva soudain le nez, intéressé par la conversation. « Claudia, la grand-mère de Sophia, » répondit Max. C'était maintenant au tour de Maya d'interroger Valéria. « Claudia, notre Claudia exploratrice et la grand-mère de Sophia ?»« Oui, » répondit Valéria un peu agacée, « nous parlons tous bien de la même Claudia. »« Mais c'est fantastique, je ne l'ai pas revue depuis des années, depuis qu'elle m'a soignée après mon... Enfin, je serais tellement heureuse de la revoir. »« Tu connais ma grand-mère ?» demanda alors Sophia à Maya. « Mais bien sûr, toutes les Silly de la communauté du fleuve Serpent connaissent ta grand-mère. C'est une grande guérisseuse. » Sophia n'en crut pas ses oreilles. « Ta grand-mère ne t'a pas dit qu'elle avait voyagé ? » « Si, mais enfin, elle ne me parle pas beaucoup de ses voyages. »« Quel dommage, mais crois-moi, toutes les élus de toutes les communautés ont une histoire avec ta grand-mère. C'est une grande guérisseuse, tu sais. » Ainsi, la belle femme dont me parlait Samuel est cuisinière, voyageuse et guérisseuse et grand-mère de la Silly de la Sagesse. Il faut absolument que je voie cela de mes propres yeux, pensa JC. Une femme comme elle doit être une merveille. « Je vous accompagne, dit JC. Je dois aller me ravitailler, de toute façon, j'ai faim. » Malheureusement, un nouveau malade entra dans l'infirmerie et requéra l'attention du protecteur sachant. Le passage des portails n'avait pas été facile pour plusieurs enfants victimes de fortes nausées. Sophia se souvint et compatit. Valéria, Maya et les 4 amis prirent le sentier éclairé par les torches pour accéder au village sur la plage. Des centaines de stands en bois et de tentes avaient été montés et la lumière y avait aussi été apportée par les élus de la joie. De bonnes odeurs chatouillaient les narines de la petite troupe. Les odeurs étaient différentes selon les parties du village, car les traditions culinaires variaient d'une communauté à une autre, mais partout, c'était la même joie des retrouvailles et les mêmes conversations qu'on pouvait entendre. Les parents des élus découvraient les nouvelles mèches colorées dans la chevelure de leurs enfants et s'extasiaient. Les parents des protecteurs étaient impressionnés par la musculature qu'avaient gagnée les leurs. Et les amis ou les parents qui ne s'étaient plus vus depuis la dernière fête de Brida s'embrassaient et trinquaient. Sophia interrogea plus longuement Maya sur les circonstances de sa rencontre avec sa grand-mère et apprit ainsi que Claudia, dans tous ses voyages, s'était fait beaucoup d'amis et avait aidé nombre de Silly. « Ta grand-mère est appelée la chouette, car elle peut voir à travers les ombres et les dissiper. Elle a un don inné, celui d'écouter, de voir, de comprendre et de guérir les gens par la parole. » Sophia écoutait attentivement comment sa grand-mère avait aidé Maya alors qu'elle avait étrangement perdu ses pouvoirs. Il était évident que Maya ne lui disait pas tout, mais il était évident aussi que la Silly de l'amour était très reconnaissante envers sa grand-mère. Arrivés au quartier de la communauté du Grand Chêne, les amis se quittèrent pour rejoindre leur famille. « Viens, dit Raja à Sophia. Valéria nous a dit que ta grand-mère était avec mes parents. » Sophia et Raja pénétrèrent dans la tente de la famille de Raja. Après des embrassades chaleureuses, Sophia demanda où était Claudia. « On vous a installé une tente juste à côté de la nôtre, tu l'y trouveras. Mais elle n'est pas seule, lui indiqua la mère de Raja. En effet, devant la petite tente juste assez grande pour sa grand-mère et elle, Sophia vit un attroupement d'une dizaine de Silly. « Il t'aurait fallu une tente beaucoup plus grande, dit Maya à Claudia avant de se jeter dans ses bras. » Sophia resta un peu à l'écart et ne se montra pas immédiatement pour observer ce que voulaient toutes ces Silly à sa grand-mère. Elle ne connaissait pas la plupart d'entre elles, mais reconnut qu'il s'agissait principalement de Silly de l'amour et de Silly de la terre. Tout avait apporté à Claudia un plat ou un cadeau. Mais la jeune Silly ne put rester silencieuse et invisible longtemps.
Sa grand-mère lui avait trop manqué. Elle se fraya donc un chemin jusqu'au bras de Claudia. Tous comprirent alors qu'ils devaient revenir à un autre moment et laissèrent Sophia et sa grand-mère profiter l'une de l'autre. Malgré la fatigue, tous veillèrent tard et ce ne fut qu'au milieu de la nuit que l'on put entendre à nouveau les vagues douces frapper le rivage. Le second jour commença dans une grande effervescence, car les activités proposées étaient nombreuses. Les Scilly pouvaient bien entendu réaliser de nombreux échanges d'objets, de plantes et de savoir-faire, et Brida était le lieu le plus réputé pour le troc entre communautés. Les stands et les tentes regorgeaient de bijoux, d'étoffes, de tissus, d'épices, de plantes et d'objets d'art fabuleux. Mais les 4 ordres avaient eux aussi leurs activités. JC invita Max à le rejoindre pour conter les fabuleuses histoires des batailles des protecteurs aux enfants et aux adultes dans une immense tente dressée pour l'occasion. Quelques Scilly de la joie les assistaient pour que les auditeurs puissent visualiser chaque mot et chaque scène racontée par les 2 protecteurs sachants, l'officiel et l'apprenti. À quelques mètres de la tente des conteurs, les protecteurs initiaient aussi les Scilly motivés à des techniques de défense et d'immobilisation. Cette activité était très populaire, car de plus en plus d'humains parvenaient à franchir les voiles, et en l'absence de protecteurs occupés par leur formation, les Scilly ne pouvaient compter que sur elles-mêmes pour reconduire les humains dans leur monde. Les humains n'étaient pas tous agressifs, loin de là, mais le choc de se retrouver dans un monde différent du leur les rendait peureux, fuyants et très confus. Surtout que les Scilly adultes étaient bien plus grandes qu'eux, ce qui les effrayait beaucoup. Les tentes des élus étaient situées à l'opposé du village. Les Scilly s'y précipitaient nombreuses pour les rencontrer et bénéficier de leur pouvoir. Les élus de l'amour aidaient les couples, les amis ou les parents en difficulté à se rappeler de l'amour qu'ils se portaient. Les élus de la colère mettaient fin aux querelles et aux ressentiments. Ceux de la peur et du courage étaient souvent consultés pour débarrasser de jeunes enfants de terreurs diverses. Les élus de la tristesse aidaient principalement les personnes en deuil ou en rupture amoureuse. Et toutes les Scilly finissaient leur consultation par un passage chez les élus de la joie. Sophia et Raja, comme tous les apprentis élus, ne faisaient qu'observer leurs aînés et apprendre de toutes ces consultations. Les apprentis n'avaient aucune obligation de présence et pouvaient aller et venir comme il leur semblait pendant les 3 jours et 4 nuits que durait la fête de Brida. Après plusieurs heures passées à observer ses aînés, Sophia décida de rejoindre sa grand-mère pour le déjeuner. Claudia lui avait dit qu'elle serait au centre du village, où se trouvait une grande place dédiée aux Scilly de la terre. Sur le chemin, elle remarqua que le village était organisé comme le mandala de la fête de Brida. Elle savait donc aussi où se trouvait a priori l'espace des guides et donc son grand-père. Elle ne l'avait pas encore vu et redoutait de devoir aller le trouver au milieu de tous les autres guides. Une chose après l'autre, pensa-t-elle. Quand Sophia arriva sur la place centrale du village, elle fut accueillie par une meute de petits chiens-loups. Plusieurs d'entre eux lui sautèrent sur les jambes pour réclamer des caresses. Sophia s'accroupit et répondit à leurs sollicitations avec joie. Ils se glissaient sur ses genoux, lui léchaient les mains ou le visage, et certains réussirent même à lui monter sur la tête. Sophia fut débordée par la petite meute surexcitée. Plusieurs enfants accoururent envieux et se jetèrent eux aussi sur Sophia pour caresser les chiots. La jeune fille étouffait désormais entre les langues des canidés et les mains des toutes jeunes Scilly. Elle finit par tomber à la renverse et pouffa de rire. Soudain, un grognement intense dispersa la meute et les jeunes enfants. Sophia, libérée, se redressa et aperçut un vieux chien-loup avancer vers elle, toute canine dehors. Les chiots se réfugièrent dans les jambes des enfants et les enfants dans les jambes de leurs parents. Sophia se releva d'un bond et observa l'animal pour décrypter ses intentions. Arrivé à sa hauteur, il s'assit, arrêta de grogner et se mit à remuer la queue. Sophia hésita, mais devant la mine souriante et tranquille du vieux chien, elle décida de le gratifier lui aussi d'une caresse. Satisfait, il fit plusieurs pas en avant, stoppa et la regarda. « Il attend que tu le suives !» lui cria Lydia, une Scilly de la terre de la mer des rêves. « Ne t'inquiète pas, il est venu t'escorter jusqu'à moi. Il s'appelle Ogi. C'est le chef de la meute et aussi le père de beaucoup des petits. Et moi je m'appelle Lydia. »« Bonjour, lui dit Sophia. Je suis venue voir ma grand-mère. »« Je sais, tu es Sophia, lui répondit Lydia. Bienvenue parmi les Scilly de la terre de la mer des rêves. Je ne peux pas te conduire à ta grand-mère car je dois m'occuper des chiots, mais Ogi va le faire pour moi. » Lydia s'agenouilla et fixa Ogi dans les yeux. Le vieux chien-loup regarda Sophia, puis tourna à nouveau son regard vers Lydia et lui donna une de ses pattes. « Il a accepté, tu peux le suivre. »« Vous pouvez communiquer avec lui ?»«
Bien entendu, toutes les Scilly de la Terre communiquent avec les animaux. Tu ne le savais pas? Si, mais je ne l'avais jamais vu faire auparavant. C'est de la télépathie demanda alors Sophia qui était curieuse de savoir si cela se passait comme entre elle et Aniel. Oui, mais sans aucun mot, nous échangeons des images. Sophia remercia Lydia et suivit Ogi. Claudia était dans une des 2 tentes montées sur la place du village, occupée à préparer des potions avec 3 autres Scilly de la Terre. Bonjour, petite lune, attends-moi, je vais prendre de quoi nous restaurer et nous irons sur la plage. Sophia profita de ces quelques minutes pour retourner voir les chiots. Ils étaient tous avec Lydia. À la grande surprise de Sophia, ils étaient désormais assis et tranquilles. Elle voulut s'approcher, mais Lydia l'aperçut et lui fit signe de ne pas avancer davantage. Sophia s'exécuta. Lydia la remercia par un sourire, puis se tourna vers un jeune homme qui se tenait à l'écart et l'appela de la main. Le jeune homme, de quelques années plus âgé que Sophia, s'avança timidement et stoppa à 1 mètre des petits chiens. Ogi se leva, alla le renifler quelques secondes, puis apparemment satisfait, retourna s'allonger près de Lydia, en gardant toutefois un œil sur le jeune homme. Lydia sourit tour à Ogi et au jeune homme, puis regarda les chiots un à un comme elle l'avait fait avec Ogi. Sophia vit alors distinctement 3 d'entre eux poser leurs pattes sur la main de Lydia. Les 3 mêmes allèrent à leur tour renifler et jouer avec le jeune homme. 2 retournèrent voir Lydia et le dernier resta près du jeune homme. Il s'appelle Barin. Il est d'accord pour passer 2 jours avec toi, Valérian. Prends-en bien soin et si tu as la moindre question, reviens me voir. Voici ces 2 jours de nourriture. Valérian serra le chiot dans ses bras et remercia Lydia. Reviens me voir avec Barin dans 2 jours et je te dirai s'il accepte ou non de vivre avec toi. Merci Lydia, répondit Valérian, qui s'éloignait avec son nouvel ami. Sophia comprit qu'elle pouvait s'approcher désormais. Barin a choisi Valérian ? Oui, en tout cas pour les 2 prochains jours. Ils vont apprendre à se connaître et puis nous verrons si un lien fort se crée. Lydia caressait Ogi avec beaucoup de tendresse alors qu'elle répondait à Sophia. Le vieux chien-loup s'était redressé pour regarder son petit partir. Ce n'est pas facile, mon Ogi, je sais, mais tu as fait un bon choix, et Valérian vit seulement à quelques kilomètres d'ici. Barin n'ira donc pas très loin, tu le verras souvent. Claudia revint, les bras chargés de victuailles délicieuses. Les Scilly de la Terre avaient positionné sur le sable de grands pans de tissu blanc tout le long des 5 kilomètres que couvrait le village. Chaque pan de tissu, tenu par des piquets en bois, affichait le dessin d'une espèce marine. C'est très beau, s'extasia Sophia, qui évita de justesse plusieurs enfants qui jouaient à cache-cache dans les pans de tissu. Oui, elles ont dû y passer des heures. C'est pour que nous puissions connaître un peu, nous aussi, les créatures qui peuplent la mer des rêves. Sophia et sa grand-mère trouvèrent un endroit agréable pour leur déjeuner et s'y installèrent. « Grand-mère, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais si célèbre ? » ?»« Je ne suis pas célèbre, ma petite lune. »« Maya m'a dit que toutes les Scilly te surnommaient la chouette parce que tu pouvais voir à travers les ombres des Scilly et les dissiper. » Maya a beaucoup exagéré, Sophia. J'ai juste aidé plusieurs Scilly durant mes voyages, tout comme elles m'ont aussi accueillie et aidée. J'ai beaucoup appris d'elles. Et qu'as-tu fait pour elles ? Rien d'autre que leur offrir mon amitié, les écouter et les aider quand elles en ont eu besoin. Tu as dû faire beaucoup plus que cela, grand-mère. Je t'assure que non. J'ai juste offert une oreille attentive à mes amis sans aucun jugement. Maya a dit que tu l'avais guérie. Je l'ai en effet aidée à se guérir elle-même. Mais c'est une Scilly de l'amour, elle peut se guérir elle-même, non ? Ses dons étaient bloqués. Bloqués, mais pourquoi ? Tu sais, l'histoire de Maya lui appartient, et ce n'est pas à moi de te la révéler. Je serais une bien mauvaise amie si je le faisais. Je peux juste te dire que parfois ce sont les personnes les plus sensibles et les plus douées qui ont le plus de difficultés à prendre soin d'elles et à accueillir, accepter et comprendre toutes leurs émotions. Et qu'as-tu fait ? Je l'ai juste écoutée, petite lune, juste écoutée. Et cela l'a aidée à comprendre et dissiper les ombres qui bloquaient ses pouvoirs. Mais assez parlé de moi. As-tu croisé Maestro ? Non, pas encore. Veux-tu qu'on y aille ensemble après le déjeuner ? Je sais que tu redoutes de voir les guides, Sophia. Ton audition n'aura lieu que ce soir, alors tu ne crains rien à aller lui parler cet après-midi. Cela lui ferait tellement plaisir. Et à moi aussi. Je n'ai pas admiré sa longue barbe blanche depuis des lustres. Ensuite, nous irons regarder les cérémonies des unions de Brida, si tu veux. J'ai promis à Maya de passer l'embrasser. Qu'est-ce que c'est, grand-mère ? Chaque année, à la fête de Brida, des couples viennent se faire bénir par les élus. Tu l'as déjà fait, toi ? Non, jamais. Je n'ai jamais rencontré d'autres Scilly qui m'aient inspiré un tel désir d'union.
Sophia interrogea aussi sa grand-mère sur les chiens-loups et fut surprise d'apprendre que c'était Claudia elle-même qui avait introduit les chiens-loups dans la communauté de la mer des rêves. Elle s'appelait Kalinda. C'était un beau petit louveteau quand je l'ai trouvée. Elle était seule et je voulais la confier aux bons soins des Silly de la terre de notre communauté. Mais elle n'a pas voulu me quitter et tenté de mordre quiconque cherchait à la séparer de moi. J'ai donc dû me résoudre à la garder. Mais pour être honnête, j'étais heureuse d'avoir un peu de compagnie. Elle n'était pas joueuse ni chasseuse, mais seulement très protectrice envers moi. Quand elle a eu un peu plus d'1 an, j'ai pensé qu'elle était assez robuste pour voyager. Kalinda ne me quittait pas de la nuit, mais elle disparaissait souvent la journée. Toutefois, elle revenait toujours à la tombée du jour pour se blottir à mes côtés. Alors que nous étions dans la communauté de la mer des rêves, Kalinda s'est blessée et je l'ai confiée aux Silly de la terre qui l'ont soignée. C'est là qu'ils ont découvert qu'elle était pleine. Quelques mois plus tard, Kalinda donnait naissance à 7 magnifiques chiots, les ancêtres d'Ogi et des petits que tu as vus. Les Silly de la terre de la mer des rêves en ont pris soin et ont développé des liens forts avec eux. Depuis, on vient les voir de très loin pour se lier à un chien-loup. Tout cela, c'est grâce à toi alors ? C'est grâce à Kalinda. Qu'est-elle devenue ? Je ne sais pas. Elle a disparu un matin et n'est plus jamais revenue. J'ai attendu son retour plusieurs semaines avant de rentrer au Grand Chêne, mais elle n'est jamais, jamais revenue. Sophia vit de la tristesse dans les yeux de sa grand-mère. Et pourquoi ne prends-tu pas un autre chien-loup, grand-mère, pour le ramener avec toi ? Quelle idée ! Non, ma petite lune, la disparition de Kalinda m'a brisé le cœur. Je n'ai pas la force de me lier une nouvelle fois. Il sembla à Sophia qu'elle découvrait une seconde Claudia. Sa grand-mère était vraiment unique. Après 15 minutes de marche à l'opposé de la plage, elles atteignirent le cercle des guides. Contrairement aux autres cercles et aux villages très animés, celui des guides était vide et silencieux. « Où sont-ils » demanda Sophia. « Tu vois toutes les petites tentes ? Eh bien, chacune d'elles a un guide à l'intérieur qui attend. » Ils attendent quoi ? Ils attendent que les Silly viennent les voir pour leur poser des questions. « Quelles questions » demanda encore Sophia. « N'importe quelle question. Les guides transmettent leurs connaissances à qui le demande. » Il n'y a pas beaucoup de curieux, remarqua la jeune élue. Non, tous les 13 ans, le cercle des guides se vide au profit de celui des élus et des protecteurs. C'est assez normal. Toutes les Silly veulent vous voir, et cela n'arrive que tous les 13 ans. Ah, je n'y avais pas pensé, avoua Sophia. Tu vois la tente arc-en-ciel là-bas, à l'écart des autres ? Oui, c'est la tente des apprentis. Elias doit y être. Allons le voir, il doit savoir où est Maestro. Alors qu'elles s'approchaient, Claudia et Sophia virent un petit attroupement derrière la tente. Les apprentis faisaient tous face à une dizaine de Silly qui leur posaient des questions. « Qu'est-ce qui est le plus dur » demanda une jeune femme. « Ne pas pouvoir parler la première année, assurément, » répondit une des apprenties. « Mais cela m'a tellement apporté finalement que je le referai sans hésitation. » « Ne pas voir ma famille pendant 3 ans, c'était vraiment difficile, continua alors un autre apprenti plus jeune. C'est un grand sacrifice. Mais 3 ans, ce n'est pas si long finalement lorsqu'on vit des centaines d'années, non ? Et malgré la tristesse de l'éloignement, mes 3 premières années d'apprentissage ont été fantastiques. « Que font-ils » demanda Sophia doucement à Claudia. « Ils répondent aux questions des Silly qui souhaitent faire la formation de guide. Tous ceux qui veulent suivre la voie des guides vers la lumière doivent passer par cette étape de questions et de réponses avec les apprentis actuels. Ainsi, ils peuvent se faire une idée juste de ce qui les attend. » Claudia fit un petit signe à Elias qui les rejoint. « Bonjour Elias, comment vas-tu » Elias salua poliment Claudia et prit immédiatement Sophia dans ses bras. La jeune Silly était aussi heureuse que surprise par ces retrouvailles chaleureuses. Un peu surpris lui aussi par son propre geste, Elias relâcha son étreinte et recula, confus. « Nous cherchons Maestro » demanda immédiatement Claudia pour rompre la gêne des 2 jeunes Silly. « Il est dans la dernière tente, à droite. Je vais vous accompagner et m'assurer qu'il n'est pas en pleine séance. Venez. » Le guide était seul et reçut immédiatement les 2 femmes. Pendant quelques minutes, la petite tente de Maestro fut le centre d'effusion d'embrassades et de rires. Certains guides passèrent même une tête à l'extérieur de leur propre tente pour tenter de comprendre d'où venaient tous ces bruits joyeux. Malheureusement, ils furent bientôt dérangés par Elias, qui prévint Maestro qu'une Silly attendait dehors pour le voir. « C'est votre faute, tous ces rires ont dû attirer les curieux, les taquina Maestro. »« Un autre guide ne peut-il pas la recevoir » demanda Sophia. « Non, lui répondit Elias, ce sont les Silly qui choisissent leur tente et leur guide. Et ton grand-père est réputé notamment pour sa connaissance du ciel et des étoiles, mais aussi des humains. »« Je suis désolée de devoir vous chasser, dit Maestro, mais je te revois ce soir, Sophia. Dana viendra te chercher. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. »
Sophia et Claudia s'éclipsèrent par la seconde ouverture de la tente et retraversèrent le village pour assister aux unions de Brida. Claudia voyait bien que Sophia était pensive, préoccupée par son entretien du soir avec les guides. Et elle chercha donc à lui changer les idées en l'interrogeant sur les amis qu'elle avait pu se faire à l'Arche Bleue. « Regarde, nous y sommes, dit Claudia. Maya et son amie vont bientôt bénir une union. Approchons-nous. » Maya et Cybèle se tenaient près d'un puits, 2 jeunes Scilly devant elles. Il s'agissait de 2 belles femmes âgées d'une 50aine d'années. Maya cerna leur tête d'une couronne de fleurs et leur dit de se faire face et de se tenir les mains. Cybèle et Maya firent alors sortir chacune une flamme rose de la poitrine des 2 femmes. Les 2 flammes furent jetées dans un seau rempli de l'eau du puits. À l'intérieur du seau, les flammes fusionnèrent puis se diluèrent dans l'eau. Maya et Cybèle invitèrent alors les 2 femmes à boire chacune dans le seau. En buvant cette eau, vous intégrez une partie de l'autre, une partie de son cœur. À partir de ce jour et pour les 12 prochaines lunes, vos cœurs seront connectés. Pour ressentir ce que ressent votre partenaire, vous n'aurez qu'à fixer votre reflet dans l'eau. Gardez précieusement avec vous ces 2 couronnes de fleurs, car elles vous serviront à rompre le lien si vous le souhaitez en jetant une seule au feu. Les 2 femmes s'embrassèrent et remercièrent Maya et Cybèle. Sophia vit apparaître Julia, qui offrit aux 2 femmes un dessin d'elle qu'elle avait fait durant la cérémonie. « Je ne connaissais pas ces cérémonies. À quoi cela sert-il et pourquoi bénit-on les unions ?» demanda Sophia à Julia. « On ne les bénit pas, enfin pas à proprement parler. On leur donne un coup de main, c'est tout. En connectant les 2 cœurs, on permet aux 2 partenaires de comprendre et ressentir les émotions de l'autre pendant une année entière. Cela leur permet de mieux se connaître et d'éviter les maladresses ou les incompréhensions au sein d'un couple. » Mais cette histoire de couronne jetée au feu, oh, ça c'est pour le folklore. Le lien peut être rompu quand bon leur semble. Il suffit qu'elles arrêtent de s'aimer ou que l'une cesse d'aimer l'autre. Le fait de leur dire de jeter la couronne au feu si elles veulent rompre leur lien aide à les faire réfléchir avant de s'éloigner. Il y a beaucoup de couples à bénir ? Un peu, oui. Certains commencent leur vie commune, d'autres sont ensemble depuis longtemps, mais un événement va les éloigner un temps, alors ils profitent de la fête de Brida pour s'assurer de pouvoir rester connectés l'un à l'autre malgré la distance. Sophia pensa d'un coup à Liam, mais elle n'oserait jamais et elle n'était pas certaine de vouloir que Liam ait accès à ses émotions qui demeuraient assez chaotiques. Elle réalisa alors la portée de cette cérémonie. Il faut vraiment se faire confiance et accepter de se livrer entièrement à l'autre, c'est assez intense. Oui, c'est vrai, mais le jardin secret est préservé. L'autre ressent seulement l'émotion de son partenaire et il n'en connaît pas les raisons. Un autre couple s'avança pour demander la bénédiction des élus. Sophia assista à plusieurs cérémonies, curieuse de connaître ces couples de Scilly amoureux qui acceptaient de s'engager de la sorte. Puis quand elle réalisa que le jour tombait, elle décida d'aller chercher Raja pour rendre visite à Liam et Max. Raja était resté avec les élus et n'était donc pas bien loin. Mais lorsque Sophia l'aperçut et voulut lui parler, Dana apparut derrière elle et la stoppa. « C'est l'heure, Sophia, lui annonça-t-elle. Nous devons rejoindre les guides. » Raja, qui l'avait vue, comprit immédiatement où Dana emmenait Sophia. Pour encourager son amie, la jeune Scilly lui envoya une petite tornade qui lui ébouriffa les cheveux. Sophia se retourna pour voir Raja soulever ses 2 pouces vers le haut. Lorsque la grande prêtresse et la jeune élue arrivèrent au cercle des guides, la lumière du jour vacillait. Tous les guides s'étaient réunis autour d'un feu de camp. Les apprentis avaient été tenus à l'écart et se réchauffaient aux flammes de leur propre feu. Oda et Maestro allèrent les accueillir. « Bonsoir Dana, bonsoir jeune Sophia. Merci d'avoir accepté l'invitation du conseil des guides. »« Bonsoir Oda, bonsoir Maestro, répondit simplement Dana. Oda se retourna alors vers Sophia et la prit par le bras pour rejoindre le feu de camp et s'éloigner un peu de Dana et Maestro. « Nous sommes tous heureux de te rencontrer. Ton grand-père adoptif nous a beaucoup parlé de toi. J'espère que cette assemblée de vieilles Scilly ne te fait pas trop peur. » Puis elle ajouta. « Toutefois ce soir, la question n'est pas de savoir si la jeune Scilly a peur des guides, mais si les guides doivent avoir peur de la jeune élue. » Oda termina sa phrase très directe par un clin d'œil appuyé à Sophia. Mais Sophia n'avait aucune envie d'être complice avec celle qui, elle le savait, avait volé ses pouvoirs lorsqu'elle était enfant. Alors, téméraire, elle répondit. « Malheureusement, et si c'était le cas, je ne pense pas que vous puissiez me confisquer mes pouvoirs comme vous l'avez fait quand j'étais enfant. » Oda fut surprise par cette répartie et éclata de rire. « Non, certes non, jeune Sophia, et je sais maintenant que tu as assez de cran pour survivre au conseil des guides. » Et Oda rit une nouvelle fois. Sophia se détendit un peu, et elle eut raison de se détendre,
car l'entrevue se déroula sans grande difficulté. Dana à ses côtés pour s'assurer que les questions ne portant rien sur des éléments sacrés et secrets pour l'ordre des élus, Sophia ne fit que répondre avec honnêteté à toutes les questions posées. Aniel, son temple, vide de livres, la prophétie d'Anna que les guides connaissaient déjà grâce à Maestro, les pouvoirs qu'elle avait découverts et commençait à perfectionner, ses 2 combats contre la harpie, ce dernier récit avait beaucoup impressionné ses auditeurs. Sophia sut seulement comment elle avait, grâce à Aniel, pu développer ses pouvoirs liés à la colère et découvert qu'Oda et Maestro avaient bloqué ses pouvoirs d'enfant. Aucun guide ne lui avait posé de questions sur le sujet. Plus d'1 heure était passée et Maestro était fier de sa petite fille. Même Sirto était aimable et ne faisait aucune difficulté. Cela le surprit énormément, mais force fut de constater que les miracles se produisaient et étaient bienvenus. Bien entendu, Maestro ne se doutait pas des vraies raisons qui rendaient Sirto si gentil et silencieux. Il le découvrirait assez tôt, avant la fin de la fête. Seule la dernière question posée par Oda désarçonna Sophia. « Selon toi, Sophia, et ce que tu as lu de la prophétie d'Anna, les humains sont-ils le grand danger qui menace notre monde ?» Ce fut la seule question où Sophia fut invitée à exprimer une opinion. Elle réfléchit donc avant de tenter une réponse. « Je n'ai pas seulement lu la prophétie d'Anna, j'ai pu voir ce qu'elle avait vu et ressentir sa peine, sa peur et son désespoir. J'ai vu les humains sales, fatigués et sans yeux se battre avec les nôtres. Il semble donc évident qu'ils représentent une partie du danger. Et pour être honnête, je les ai toujours pensés dangereux. » Alors que Sirto restait bouche bée en entendant ces paroles si justes et si douces à son oreille, prononcées par celle qu'il avait déclarée son ennemie, Dana, elle, sentit son cœur se briser à l'idée que Sophia, une élue, l'élue d'entre les élus, redouta autant les humains qu'elle était censée aider sous peu. Cependant, Sophia n'avait pas fini de s'exprimer. Mais comme me l'a appris mon grand-père, il existe un nombre important de bons humains. Et notre devoir comme élus, celui que nous commande la lumière, est d'aider les enfants humains à devenir bons. Je ne peux donc pas dire que les humains sont tous mauvais et sont le danger. Peut-être seulement certains d'entre eux. Enfin, j'ai beaucoup repensé à la prophétie. Et dans les images que j'ai reçues, c'était des Sili qui attaquaient les humains et pas l'inverse. Sûrement pour nous défendre, mais... Enfin, je crois que cela veut peut-être dire quelque chose. Enfin, je ne sais pas trop, et je n'ai pas encore fait de mission dans le monde des hommes, alors je ne peux pas trop me prononcer. Tes paroles sont sages, Sophia, répondit Oda. Merci d'avoir partagé tes réflexions avec nous, élus de la sagesse. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux nombreuses questions des membres du conseil. Il se fait tard, et nous ne voulons pas vous priver de dîner avec vos proches qui vous attendent. Dana et Sophia quittèrent le grand conseil des guides. Sur le chemin, Dana ne dit pas un mot à Sophia qui regrettait maintenant d'avoir répondu avec tant de franchise à la dernière question d'Oda. Soudain, la grande prêtresse interpella Sophia. « Crains-tu vraiment les humains, Sophia ?»« Oui. En fait, Raja et moi avons été attaqués par l'un d'entre eux il y a quelques années. »« D'accord, dit Dana pensive. Je comprends d'où te vient cette peur. » Après quelques secondes supplémentaires de silence, Dana reprit. « Connais-tu l'histoire de Minerva, dernière Sili de la sagesse avant toi ?»« Non, pas vraiment, je sais juste que c'est à cause de ses agissements que le temple de la sagesse a été bloqué par les guides. » Dana regarda intensément la lune qui trônait désormais au-dessus des flots de la mer des rêves. Puis elle se tourna vers Sophia et lui dit « Minerva était une grande élue de la sagesse, courageuse, aimante et dotée de grands pouvoirs. Ce qu'elle l'a fait pour le bien des Sili et des humains, pour le bien de nos 2 mondes. Malheureusement, elle a échoué. L'histoire de Minerva fait partie de ton histoire, et je te raconterai tout à notre retour à l'Arche Bleue. »« Je n'ai pas oublié ta promesse, répondit Sophia, et je la tiendrai, conclut Dana. Les 2 élus arrivèrent au village où elles se séparèrent pour profiter chacune des leurs et des festivités organisées par chacune des 7 communautés. La dernière journée de Brida était consacrée aux ultimes échanges de marchandises entre communautés et au démontage des stands. À la fin de la journée, seules les tentes étaient encore dressées. Sophia répartit sa journée à flâner à travers les étals avec sa grand-mère et à discuter avec Liam, Max et Raja. En fait de discussion, les 4 amis passèrent plutôt leur temps à se montrer tout ce qu'ils avaient appris durant leur premier semestre de formation. À la tombée du jour, toutes les Sili devaient se rendre dans la grande arène pour assister à la lecture des oracles, lecture qui serait faite par les guides, et à la manifestation des visions des prophètes ou prophétesses. Sophia était impatiente de savoir si l'un des prophètes confirmerait la prophétie d'Anna. Les 4 amis voulurent rejoindre leurs parents dans les gradins, mais ils croisèrent Maestro qui demanda à Liam et Max d'aller donner un coup de main à des protecteurs qui finissaient de dresser la grande boule faite de lianes et de bois au centre de l'arène.
Merci, dit Maestro. Vous ne saurez pas de trop, car l'œuvre réalisée par les Scilly de la Terre est très belle, mais aussi très lourde. Puis il se tourna vers Raja. Pars devant, je dois parler à Sophia quelques minutes. Une fois seul avec sa petite fille, Maestro exulta. Sophia, ma petite lune, tu as réussi. Les guides ont compris que tu ne représentais aucun danger. C'est vrai aussi que la prophétie d'Anna a aidé, et même si je suis inquiet qu'ils considèrent tous les humains dangereux désormais, au moins ils te laisseront tranquille. Sirto, qui était assurément le plus dur à convaincre, pense même que tu seras essentiel pour protéger notre monde contre les armées humaines si la prophétie venait à se réaliser. C'est miraculeux qu'il ait changé d'avis. Crois-moi, je n'en reviens toujours pas. C'est vrai ? Sophia était tellement soulagée. Vous allez lever le sortilège qui bloque mon temple alors ? Aucune décision n'a été prise encore. Nous attendons que le nouveau grand guide soit élu. Quand aura lieu l'élection ? Tu t'es présenté ? Sirto et moi étions les deux seuls candidats. Après avoir discuté de ton cas, nous avons procédé à l'élection. Et Oda a recueilli les votes secrets de chacun d'entre nous. Elle est la seule à connaître le nom du nouveau grand guide. J'espère que ce sera toi, grand-père. J'ai bon espoir, Sophia, car Oda semblait sereine. Le nom du nouveau grand guide sera donné ce soir, et c'est lui qui allumera avec Santo et Dana le grand soleil de Brida. Maestro partit rejoindre les autres guides pour la lecture des oracles, et laissa Sophia, toute heureuse et remplie d'espoir, s'asseoir dans les gradins aux côtés de sa grand-mère et de ses amis. La dernière soirée de Brida était triste, mais la lecture des oracles par les guides, et peut-être la vision donnée par un prophète, remettrait-elle du baume au cœur, car l'avenir qu'ils annonçaient était toujours positif. J'ai hâte d'entendre les visions, dit Sophia à Claudia. Oh, je ne veux pas te décevoir, Sophia, mais cela fait des années que nous n'avons pas eu de prophète à Brida. Mais où sont-ils ? Les prophètes et prophétesses ne sont pas un ordre comme celui des élus ou des protecteurs. Ce sont de simples Scilly, élus ou pas, guides ou pas. Elles sont porteuses d'un message de la lumière qui se manifeste par des visions ou des rêves particuliers. Mais la lumière les a bien choisis ? Oui, pour délivrer un message, mais rien d'autre. Et comment sait-on que la vision vient bien de la lumière et non pas de l'imagination des messagers ? Sophia était surprise par ces informations et se demandait donc quel crédit accorder désormais à la prophétie d'Anna. Ce sont les guides qui décident. Les prophètes se manifestent à leur guide et c'est lui qui évalue. Apparemment, le prophète passe le test de la lumière et de l'arc-en-ciel sacré. Ce n'est que s'il réussit qu'il peut délivrer son message. Je comprends, dit Sophia. Mais encore une fois, petite lune, cela fait des années que nous n'avons eu aucun messager de la lumière. En fait, je n'en ai jamais vu un moi-même. Et je pense qu'il en est de même pour ton grand-père qui, je le rappelle, est bien plus vieux que moi. Claudia rit toute seule à sa plaisanterie. Sophia était trop pensive pour l'avoir relevée. Regarde, Sophia, le soleil de Brida est enfin stabilisé. Ce n'est pas trop tôt. C'est grâce à ce grand protecteur là-bas. Il a trouvé un système ingénieux pour bloquer la boule. Les protecteurs sont pleins de ressources. C'est leur capitaine ? Sophia jeta un œil au protecteur que lui montrait Claudia. Non, lui c'est JC. C'est le protecteur sachant et aussi le soignant. Je l'ai rencontré le premier soir de la fête. JC, tu dis ? Protecteur sachant ? Mais ce n'est pas ce que Max a dit être le premier soir ? Oui, Max est son apprenti. Les guides entrent. Les torches de la reine furent allumées par les Scilly de la joie, et les guides se positionnèrent autour de la grande boule face au gradin. Peuple des Scilly, représentants des 7 communautés, membres des ordres, les guides viennent vous présenter les oracles de l'année. Alors, tous les guides commencèrent à réciter ensemble les oracles d'une seule et même voix, et dans une seule et même litanie. Leurs 7 voix mêlées s'étaient parfaitement harmonisées, et chaque mot était prononcé dans un même souffle. Ainsi, à 7 voix, leurs paroles parfaitement intelligibles semblaient provenir d'un être céleste androgyne. La voix de cet être résonnait dans les poitrails de tous les Scilly présentes et faisait vibrer les gradins de la grande arène. Les 6 prochaines lunes seront semblables aux 6 précédentes, lumineuses et douces. Scilly, tu es invité à voyager, cultiver, récolter, aimer, rire et t'instruire pour t'élever vers la lumière comme tu le fais depuis que la lumière t'a créé. Mais avant la 7e lune, tu devras rester ou retourner auprès des tiens. La 7e lune sera celle d'une grande éclipse qui nous plongera dans un monde sans soleil et sans lune durant plusieurs jours. Un temps court sans lumière pour nous protéger, nous élever et nous guider. Les paroles qui suivirent avaient fait l'objet d'un débat intense parmi les guides. Mais comme rien n'était certain à part la fin de l'éclipse, ils avaient préféré ne pas inquiéter le peuple des Scilly, tout en lui donnant les informations nécessaires pour se préparer à une guerre avec les humains si celle-ci devait se produire. Scilly, par cette longue éclipse, la lumière veut que tu refasses l'expérience de l'ombre, pour te rappeler à tes enfants ses bienfaits à elle.
Assure-toi que les greniers soient pleins, que toi et les tiens soyez en sécurité, et resserre tes liens avec ta communauté autour de votre pierre de soleil. De cette façon, l'ombre qui t'entourera finira par disparaître et la vie et la lumière reprendront leurs droits. Ne t'inquiète pas, mais tant que l'ombre régnera, ne t'aventure pas près des voiles et reste bien auprès des tiens. Voilà ce que vos guides ont compris des oracles envoyés par la lumière et ont voulu exprimer ensemble. Visiteurs de Brida, assurez-vous que ces oracles soient transmis à toutes les Scilly des 7 communautés. La voix s'arrêta. Puis à tour de rôle, chacun des guides prononça la même phrase. Maestro commença. « Moi, guide de la communauté du Grand Chêne, je n'ai pas d'autre oracle à transmettre aux membres de ma communauté. » Et la phrase fut répétée 6 fois. Le silence régnait dans l'arène quand les guides sortirent. La fête de Brida se terminait sur une note étrange et inquiétante. Les spectateurs recommencèrent à parler entre eux pour se rassurer. Après tout, conclurent beaucoup de Scilly âgés pour les plus jeunes. Ce n'est pas la première fois que les guides annoncent une éclipse, même si celle qui est annoncée semble plus longue que les précédentes. Toutes les Scilly savent que les éclipses sont naturelles, rien d'inquiétant à cela. Les parents rassuraient aussi leurs enfants. Ce n'est qu'une éclipse, c'est très beau une éclipse, et puis la lumière reviendra comme avant, tu verras. Sophia pria pour que toutes ces Scilly eussent raison, et que la prophétie d'Anna, comme son élection ou celle d'autant de protecteurs, n'eut aucune signification particulière. La bonne humeur retrouva sa place dans les gradins, juste à temps pour que tous descendissent dans l'arène, allumer la boule au centre et faire ainsi naître le grand soleil de Brida, qui marquerait la fin des festivités. Autour de ce soleil nocturne, les Scilly s'embrasseraient pour se dire au revoir, et le lendemain matin, tous partiraient et rapporteraient un peu des cendres du soleil de Brida dans leur communauté et leur foyer. Mais alors que tous se levaient, Cyrto surgit à nouveau dans l'arène, en frappant un tambourin emprunté à l'un des apprentis protecteurs. Tous se figèrent pour l'observer. Le guide du Mont Serein demanda le silence et invita les spectateurs à se rasseoir. « Nous avons une prophétesse, annonça-t-il. Cela n'était pas prévu, mais j'ai pu lui faire passer moi-même le test de la lumière, et elle est prête à vous faire part de son message. » Une grande Scilly s'avança dans l'arène, vêtue d'une longue tunique et d'un foulard qui lui couvrait entièrement les cheveux. Maestro interpella immédiatement Oda. « Comment cela se peut-il? En as-tu été informé ?»« Oui, mais il y a seulement quelques minutes. Cyrto est venu nous voir, tu n'étais pas là. »« Sûrement quand je parlais à Sophia, pensa Maestro. Il nous a dit qu'elle était venue le voir avant la cérémonie des oracles, avec une vision peu importante, mais qui devrait pouvoir donner un peu de baume au cœur au Scilly. Il lui a en effet fait passer le test. Quelle est cette vision? Rien de particulier selon lui, il me l'a assuré personnellement. Mais enfin, Oda, tu connais Cyrto comme moi et... Je comprends ton inquiétude, Maestro, répondit Oda en posant la main sur son bras. Mais il n'aurait jamais osé mentir au conseil, et j'ai pensé que je ne pouvais pas le lui refuser, vu qu'il ne serait pas grand guide. Il est important qu'il soit rassuré sur la confiance que le grand conseil lui garde. Je fais confiance à ton jugement, finit par conclure Maestro, mais sans effacer l'inquiétude lisible sur son visage. D'ici quelques minutes, j'annoncerai ton nom comme nouveau grand guide, et Cyrto deviendra le cadet de tes soucis, crois-moi. Maestro ne parvint toujours pas à se détendre et à sourire à Oda. Mais je vais m'approcher de Cyrto et de la prophétesse. De cette manière, je pourrai intervenir si besoin. Envoie l'un de nous, dit Maestro. Tu es fatigué après ces 3 journées. Non, répondit fermement Oda. Je suis encore le grand guide. Laisse-moi me montrer tel quel une dernière fois au peuple des Scilly. Maestro savait bien qu'Oda n'avait que faire de se montrer et d'afficher son statut de grande guide. Elle ne voulait seulement pas risquer de créer des problèmes avec Cyrto à quelques minutes de lui annoncer qu'il n'avait pas été choisi par ses pairs. Oda entra dans l'arène aux côtés de Cyrto et de la prophétesse, qui, entre-temps, avait pris devant toutes les Scilly attentives le breuvage de plantes réservé aux visions. La prophétesse leva alors la tête, recouverte du foulard qui lui cachait toujours entièrement les cheveux. Quand Liam croisa le regard de la prophétesse, il sursauta et se pencha vers Max. « C'est la Scilly de mon rêve, celle que j'ai vue franchir les voiles avec les 2 petites filles et parler à Cyrto. Je sens que quelque chose ne va pas, Max. »« Je veux bien te croire, lui répondit Max. Regarde ton épée, elle brille. » En effet, l'épée de Liam brillait légèrement pour la première fois depuis qu'il l'avait sous sa garde. Liam n'était pas le seul à sentir un malaise grandir. Toutes les Scilly commençaient à frissonner. Et la petite pierre de lune de Sophia brillait aussi, mais elle ne s'en aperçut pas, pendue aux lèvres de la prophétesse et anxieuse de ce qu'elle allait révéler. « Je suis baignée par une belle et douce lumière. Je vois toutes les Scilly enveloppées par cette lumière. C'est très beau, dit la prophétesse. » Oda, qui avait retenu son souffle, expira enfin. Elle avait eu raison de faire confiance à Cyrto. Tout ira bien, pensait-elle.
La prophétesse chancela soudain et se mit à crier. « Non, non, c'est horrible, dit-elle, ce n'est pas ce que j'avais vu, je ne veux pas voir cela. » Le cœur d'Oda se serra si fort qu'elle aussi chancela. Sirto se rapprocha de la prophétesse et cria pour être aussi entendue de tous. « Que vois-tu, prophétesse? Ne bloque pas le message de la lumière et livre-le-nous. » Je vois des morts par milliers, des mères, des pères, des enfants, tous meurent, ils meurent sous les coups des humains, c'est horrible. Oh lumière, non, je suis désolée, ce n'est pas ce que j'avais vu. La prophétesse pleura et le cœur d'Oda se serra encore plus fort. Dans l'arène ou dans les gradins, toutes les Scilly étaient désormais paralysées par la peur et l'effroi. Étrangement, seuls Sirto et la prophétesse pouvaient encore parler ou bouger. « Que vois-tu encore » insista Sirto. « Je vois tous les signes que nous a envoyés la lumière. L'éclipse, la désignation d'autant de protecteurs, les voiles qui s'affaiblissent. Et la lumière me montre aussi que nous n'avons rien fait pour empêcher cela. Tant de morts que nous aurions pu éviter. Ô lumière, pardonne-nous et pitié de nous. » Maestro vit Oda s'effondrer sous ses yeux. Son cœur venait de lâcher, et la grande guide était désormais inerte, le corps appuyé sur le soleil éteint de Brida au centre de l'arène. Mais le guide, paralysé lui aussi par une peur intense, ne put bouger un seul membre, et cela malgré toute sa volonté. Maestro tremblait et pleurait. « Mais l'éclipse n'a pas encore eu lieu, nous pouvons agir, nous devons agir » cria soudain Sirto, comme pour rassurer les Scilly emplis d'effroi. La prophétesse ne l'entendit pas et poursuivit. « La lumière me dit que l'histoire se répète, et que nous, Scilly, n'avons pas appris de nos erreurs passées. Les humains créeront notre perte, mais ce seront nous, Scilly, qui les aurons laissés nous exterminer. » Sirto recula de plusieurs pas et leva les bras pour s'adresser au peuple des Scilly. Malheureusement, il heurta l'ingénieux dispositif que Gistet avait mis en place pour tenir la boule et tomba. Impossible pour le guide de se relever, car tout un pan de sa tunique s'était enroulé dans les cales en bois. Sirto tira et tira encore, et réussit à dégager sa tunique qui emporta avec elle 2 des petites cales. Tout alla ensuite très vite. La boule trembla, tomba de son socle et roula, tirant le corps d'Oda avec elle sur le sable de l'arène. Elle finit sa course en heurtant 2 torches qui l'enflammèrent, illuminant alors le soleil de Brida. La prophétesse disparut soudain comme évaporée. Maestro recouvra alors sa mobilité et se précipita, mais le corps d'Oda brûlait déjà. Après plusieurs minutes, les Scilly de l'amour purent éteindre le soleil avec de l'eau transportée de la mer par leur pouvoir. Mais il était trop tard pour sauver Oda, et trop tard pour sauver la joie et l'espoir que la prophétesse avait tué dans le cœur de toutes les Scilly. En ce dernier soir de Brida, les Scilly pleureraient leur premier mort, la grande guide, aimée et respectée de tous. Oda avait disparu, en emportant avec elle le nom de son successeur. Fin du chapitre 13. Rendez-vous sur le blog de la saga ceuxquitraversenslesmondes.fr ou sur Amazon pour obtenir le livre 1 La colère en Kindle et broché. Le livre 2 La peur vient tout juste aussi de sortir. À très bientôt.